Paris, un soir d'automne où la pluie tambourine sur les toits de zinc. Dans l'ombre d'un café du Marais, une femme pleure, son visage enfoui dans ses mains, tandis qu'une autre, immobile, fixe le vide, un billet de train froissé entre ses doigts. Moi, Élodie, je suis celle qui regarde, celle qui a tout brisé sans le vouloir. Je m'appelle Élodie Kim, 28 ans, née à Paris de parents coréens. Ma vie a toujours été un équilibre précaire entre deux mondes. Les attentes strictes de ma famille, ancrées dans les valeurs traditionnelles coréennes, et la liberté vibrante de la capitale française. Ma sœur aînée, Sojin, 32 ans, est l'enfant modèle, celle qui a toujours suivi les règles. Médecin brillante, elle a rencontré Camille il y a 2 ans, une Française de 30 ans, professeure de littérature, dont le rire lumineux semblait apaiser toutes nos tensions familiales. Camille était parfaite, trop parfaite, et c'est peut-être pour ça que tout a dérapé. Tout a commencé il y a 6 mois, lors d'un dîner chez mes parents dans leur appartement haussmannien du 16e arrondissement. Sojin, rayonnante, a annoncé ses fiançailles avec Camille. La famille était aux anges. Mes parents, d'ordinaire si réservés, ont souri, leur fierté palpable. Moi, j'étais heureuse pour elle, vraiment. Mais quelque chose en moi s'est fissuré ce soir-là, un sentiment que je ne pouvais pas nommer. Camille m'a regardé, un instant de trop, ses yeux verts perçant les miens, et j'ai senti mon cœur s'emballer. Les semaines ont passé, et les préparatifs du mariage ont envahi nos vies. Sojin, débordée par son travail à l'hôpital, me demandait souvent d'accompagner Camille pour choisir des fleurs, des robes, ou même des lieux pour la réception. « Tu es douée pour ces choses-là, Élodie », disait-elle, confiante. Et moi, je ne disais rien, parce que chaque moment passé avec Camille me rapprochait d'un gouffre que je refusais de voir. Camille était différente quand nous étions seuls. Loin de Sojin, elle laissait tomber son masque de fiancée parfaite. Elle me parlait de ses doutes, de son enfance dans un petit village normand, de ses rêves d'écrire un roman. Elle riait fort, faisait des blagues absurdes, et ses gestes étaient plus libres, plus vrais. Un jour, dans une boutique de robes de mariée, elle a essayé une robe blanche, et en se tournant vers moi, elle a murmuré « Tu penses que je suis faite pour ça, Élodie ? Le mariage, tout ça ?» Sa voix tremblait, et j'ai senti une chaleur envahir ma poitrine. J'ai détourné le regard, incapable de répondre. Les soirées ensemble sont devenues plus fréquentes. Un café par-ci, une promenade par-là. Toujours sous prétexte d'organiser le mariage, mais nos conversations dérivaient vers des sujets plus intimes. Elle me parlait de la pression qu'elle ressentait, de son désir de plaire à Sojin, à notre famille. Moi, je lui confiais mes propres luttes, mon travail de graphiste freelance, mon sentiment de ne jamais être à la hauteur des attentes de mes parents, mon incapacité à m'ouvrir aux autres. Elle m'écoutait, vraiment, et pour la première fois, je me sentais vu. Un soir, sous un pont de la Seine, alors que la pluie tombait doucement, nos mains se sont frôlées. Ce n'était rien, juste un accident. Mais elle n'a pas retiré sa main, et moi non plus. Nous sommes restés là, silencieuses, le bruit de l'eau couvrant le chaos dans nos têtes. « Élodie », a-t-elle murmuré, « qu'est-ce qu'on est en train de faire ?» Je n'avais pas de réponse, seulement une envie irrépressible de me rapprocher d'elle. Ce moment a tout changé. Les jours suivants, j'ai essayé de l'éviter, de me concentrer sur mon travail, sur ma sœur. Mais Camille était partout, dans mes pensées, dans mes rêves. Et elle aussi semblait troublée. Ses messages étaient plus courts, mais elle trouvait toujours une excuse pour me voir. « J'ai besoin de ton avis sur les invitations », disait-elle, mais nous finissions par parler de tout sauf du mariage. Un soir, alors que Sojin était de garde à l'hôpital, Camille m'a invité chez elle, un petit appartement près de la place des Vosges. « Juste pour boire un verre », avait-elle dit. Mais quand j'ai franchi la porte, l'air était lourd, chargé d'une tension que nous ne pouvions plus ignorer. Elle s'est approchée, ses yeux cherchant les miens, et avant que je puisse réfléchir, ses lèvres ont effleuré les miennes. Un baiser furtif, presque irréel, mais qui a fait voler en éclats toutes mes défenses. Nous nous sommes écartés, haletantes, conscientes de l'énormité de ce que nous venions de faire. « C'est mal », ai-je murmuré, mais mes mains tremblaient de l'envie de la toucher encore. Camille a secoué la tête, les larmes aux yeux. « Je ne veux pas faire de mal à Sojin,
mais je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. Ce fut le début de notre chute. Une liaison secrète, faite de moments volés, de regards interdits, de nuits où nous nous promettions d'arrêter, mais où nous retombions toujours dans les bras l'une de l'autre. Chaque baiser était un mélange de culpabilité et d'extase, chaque étreinte un rappel de la trahison que nous commettions. Pourtant, nous ne pouvions pas arrêter. Pas encore. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de contradictions. Chaque matin, je me réveillais avec la ferme intention de mettre fin à cette folie, mais un seul regard de Camille suffisait à me faire vaciller. Nous nous retrouvions dans des lieux discrets, un parc isolé à Montmartre, une librairie poussiéreuse du quartier latin, un cinéma où les lumières tamisées masquaient nos secrets. Chaque rencontre était un risque, mais l'idée de renoncer à elle était insupportable. Sogine, elle, ne voyait rien. Ou peut-être refusait-elle de voir. Elle était absorbée par son travail, par les préparatifs du mariage, par les attentes de nos parents. Elle parlait de Camille avec une tendresse qui me brisait le cœur. Elle est tellement patiente, Élodie. Je ne sais pas comment elle fait pour supporter mes horaires infernaux. Chaque mot était un coup de poignard, mais je hochais la tête, souriant comme si tout allait bien. Camille, de son côté, luttait autant que moi. Un soir, dans un café près de la gare Saint-Lazare, elle m'a pris la main sous la table, ses doigts froids contre les miens. « On doit t'arrêter, Élodie. On va détruire tout le monde. » Mais ses yeux disaient le contraire, et quand je l'ai embrassée dans l'ombre d'une ruelle, elle n'a pas résisté. Nous étions prisonnières de ce désir, incapables de nous libérer. Un jour, tout a failli basculer. Nous étions dans un atelier de pâtisserie pour choisir le gâteau de mariage. Camille riait, essayant de m'enduire de crème fouettée, et pendant un instant, nous avons oublié le monde autour de nous. Mais quand je me suis tourné, j'ai vu Sogine dans l'embrasure de la porte, arriver plus tôt que prévu. Son regard a croisé le mien, et pendant une fraction de seconde, j'ai cru qu'elle savait. Mais elle a souri, nous a rejointes, et l'instant est passé. Pourtant, cette peur m'a hanté pendant des jours. La culpabilité devenait insupportable. Je ne dormais plus, je ne mangeais presque plus. Mes parents ont commencé à remarquer mon état. « Tu travailles trop, Élodie », disait ma mère, inquiète. Mais ce n'était pas le travail. C'était Camille, c'était Sogine, c'était le mensonge que je portais comme une seconde peau. J'ai commencé à m'éloigner, à refuser les invitations de Camille, à ignorer ses messages. Mais chaque silence était une torture. Un soir, Camille m'a confronté. Elle m'a attendu devant mon appartement, sous la pluie, son visage pâle illuminé par les réverbères. « Tu peux arrêter de m'éviter » a-t-elle lancé, sa voix tremblante de colère et de douleur. Je l'ai laissée entrer, incapable de la repousser. Nous avons parlé, crié, pleuré. Elle m'a dit qu'elle aimait Sogine, mais que ce qu'elle ressentait pour moi était différent, plus fort, plus vrai. Je ne sais pas comment vivre avec ça, Élodie. Et toi ? Je n'avais pas de réponse. Mais cette nuit-là, nous avons franchi une nouvelle limite. Nous avons passé la nuit ensemble, dans mon petit appartement du 11e arrondissement, nos corps enlacés comme si le monde extérieur n'existait plus. Pour la première fois, j'ai cru que nous pourrions tout abandonner, tout recommencer ailleurs, loin de Paris, loin de Sogine, loin des attentes qui nous étouffaient. Mais la réalité nous a rattrapés. Le lendemain, Sogine m'a appelé, paniqué. Camille agit bizarrement. Elle est distante, elle ne parle presque plus. Tu sais quelque chose, Élodie ? Mon cœur s'est arrêté. J'ai menti, encore, mais chaque mot était un poids de plus sur ma conscience. Les jours suivants, Camille et moi avons essayé de reprendre le contrôle. Nous nous sommes promis de ne plus nous voir seuls, de nous concentrer sur Sogine, sur le mariage. Mais la tension entre nous était toujours là, tapie dans chaque regard, chaque silence. Et puis, il y a eu cette soirée, celle qui a tout fait basculer. C'était une fête organisée par des amis de Sogine, dans un loft près de Bastille. Camille était là, radieuse dans une robe rouge, mais ses yeux cherchaient les miens à travers la foule. Sogine, occupée à discuter avec ses collègues, ne voyait rien. À un moment, Camille m'a entraîné sur le balcon, loin des regards. « Je ne peux plus faire semblant », a-t-elle murmuré,
ses lèvres si proches des miennes que je pouvais sentir son souffle. Et puis, elle m'a embrassé, là, sous les étoiles, sans se soucier de qui pourrait nous voir. Mais quelqu'un nous a vus. Une amie de Sojin, Claire, une femme discrète mais observatrice, était sortie fumer une cigarette. Elle n'a rien dit, mais son regard était lourd de jugement. Le lendemain, elle a parlé à Sojin. La confrontation a eu lieu dans l'appartement de Sojin, un soir où le vent hurlait dehors. Sojin m'a appelé, sa voix froide, presque méconnaissable. « Viens. Maintenant. » Quand je suis arrivé, Camille était là, assise sur le canapé, les yeux rougis par les larmes. Sojin se tenait debout, les bras croisés, son visage un masque de colère et de douleur. « C'est vrai ?» a-t-elle demandé, sans préambule. « Toi et Camille. » Mon silence était une réponse suffisante. Elle a éclaté en sanglots, un cri déchirant qui m'a transpercé. « Comment as-tu pu, Élodie, ma propre sœur ?» Camille a essayé de parler, de s'expliquer, mais Sojin l'a coupé. « Et toi, Camille, tu étais censée m'aimer. Tu étais censée être ma femme. » Les mots de Sojin étaient comme des lames, et je ne pouvais rien faire d'autre que rester là, figé, incapable de me défendre. Ce soir-là, Sojin nous a mis à la porte, toutes les deux. Camille a essayé de me suivre, mais je l'ai repoussée. « Laisse-moi » ai-je murmuré, incapable de supporter sa présence. Je suis rentré chez moi, seul, et j'ai passé la nuit à fixer le plafond, me demandant comment j'avais pu laisser les choses aller si loin. Les jours suivants ont été un cauchemar. Sojin a annulé le mariage, sans explication publique. Mes parents, dévastés, m'ont appelé pour comprendre ce qui s'était passé. Je n'ai pas eu le courage de leur dire la vérité. Ils ont cru à une dispute entre Sojin et Camille, et j'ai laissé ce mensonge s'installer, trop lâche pour affronter leur jugement. Camille m'a écrit, encore et encore, mais je ne répondais pas. Je ne pouvais pas. Chaque message était un rappel de ce que nous avions fait, de la douleur que nous avions causée. Pourtant, une partie de moi mourait d'envie de la revoir, de m'excuser, de tout réparer. Mais comment réparer quelque chose d'aussi brisé? Un mois plus tard, j'ai croisé Sojin par hasard, dans une librairie du Marais. Elle était plus mince, plus pâle, mais son regard était toujours aussi perçant. « Pourquoi, Élodie ?» a-t-elle demandé, sa voix tremblante. Je lui ai tout raconté, les mots se déversant comme une confession. Je lui ai dit que je n'avais jamais voulu lui faire de mal, que j'avais essayé de lutter contre mes sentiments, mais que j'avais échoué. Elle m'a écouté, en silence, puis elle est partie sans un mot. Camille, elle, a disparu de ma vie. J'ai appris par une amie commune qu'elle avait quitté Paris pour retourner dans son village natal. Elle n'a laissé aucun message, aucun signe. J'ai essayé de l'oublier, de me plonger dans mon travail, mais son absence était une douleur constante, comme une blessure qui refuse de guérir. Les mois ont passé, et la vie a repris son cours, du moins en surface. J'ai continué à voir mes parents, à prétendre que tout allait bien. Mais Sojin ne me parlait plus. Elle avait repris son travail, ses routines, mais quelque chose en elle s'était éteint. Et moi, je portais le poids de sa douleur, de la mienne, de celle de Camille. Un jour, un colis est arrivé chez moi. À l'intérieur, une lettre manuscrite de Camille. Elle écrivait qu'elle ne pouvait pas vivre avec le vide que notre histoire avait laissé. Elle s'excusait, pour tout, et me demandait de ne pas la chercher. À la fin de la lettre, elle avait glissé une photo de nous deux, prise lors d'une de nos promenades près de la Seine. Nous rions, insouciantes, inconscientes du chaos qui allait suivre. Cette photo a rouvert toutes mes blessures. J'ai décidé de partir à sa recherche, contre toute raison. J'ai pris un train pour la Normandie, vers le village où elle était née. Je ne savais pas ce que je lui dirais, ni même si elle accepterait de me voir. Mais je devais essayer. Le voyage en Normandie était ma dernière chance de réparer ce que j'avais brisé. Le train filait à travers des champs dorés par l'automne, mais mon esprit était ailleurs, perdu dans les souvenirs de Camille. Son rire, ses silences, la façon dont elle me regardait comme si j'étais la seule personne au monde. Je serrais la photo dans ma poche, un talisman contre l'incertitude.
Arrivé à son village, un hameau paisible bordé de pommiers, j'ai trouvé sa maison grâce aux indications d'un voisin. Une petite bâtisse en pierre, entourée de fleurs sauvages. Mon cœur battait à tout rompre quand j'ai frappé à la porte. Camille a ouvert, et pendant un instant, le temps s'est arrêté. Elle était plus mince, ses cheveux plus longs, mais ses yeux verts étaient toujours les mêmes, pleins d'une tristesse que je reconnaissais trop bien. « Qu'est-ce que tu fais ici, Élodie » a-t-elle demandé, sa voix froide mais tremblante. Je lui ai dit la vérité, que je ne pouvais pas vivre sans savoir si elle allait bien, si nous avions encore une chance. Elle m'a laissé entrer, à contre-cœur, et nous nous sommes assises dans son salon, entourés de livres et de souvenirs d'une autre vie. Nous avons parlé pendant des heures. Elle m'a raconté son départ de Paris, sa douleur d'avoir perdu Sogine, son incapacité à se pardonner. J'ai tout gâché, Élodie. Pas seulement pour Sogine, mais pour toi aussi. Je lui ai pris la main, et pour la première fois depuis des mois, elle ne l'a pas retirée. Nous avons pleuré, ensemble, libérant une partie de la douleur qui nous enchaînait. Mais Camille était claire, elle ne pouvait pas revenir en arrière. Ce qu'on a fait était réel, mais c'était mal. Je ne peux pas vivre en trahissant Sogine encore. Ces mots étaient un coup dur, mais je les comprenais. J'ai hoché la tête, acceptant sa décision, même si elle me déchirait. Avant de partir, je lui ai donné la photo. « Garde-la » ai-je murmuré, pour te souvenir qu'on a aussi vécu des moments heureux. Elle a souri, un sourire fragile, et m'a serré dans ses bras. Ce fut notre adieu. De retour à Paris, j'ai décidé de parler à Sogine. Pas pour me défendre, mais pour lui offrir la vérité qu'elle méritait. Je l'ai retrouvée dans son appartement, un soir où la pluie tombait encore. Elle m'a laissé parler, et je lui ai tout raconté, mon amour pour Camille, ma lutte pour l'étouffer, mon échec. Je lui ai dit que j'avais vu Camille, que nous avions mis fin à notre histoire, que je voulais reconstruire ce que nous avions, elle et moi, en tant que sœurs. Sogine m'a écouté, en silence. Puis elle a parlé, d'une voix douce mais ferme. « Je ne sais pas si je pourrai te pardonner un jour, Élodie. Mais je veux essayer. » Ce n'était pas une absolution, mais c'était un début. Les mois suivants ont été une lente reconstruction. Sogine et moi avons repris contact, prudemment. Nous prenions des cafés ensemble, parlions de choses anodines, évitant les sujets douloureux. Mais chaque conversation était un pas vers la guérison. Mes parents, toujours dans l'ignorance de la vérité, sentaient la tension mais ne posaient pas de questions. Je les laissais dans leur illusion, pour l'instant. Je n'ai plus eu de nouvelles de Camille. Elle avait repris sa vie en Normandie, et j'espérais qu'elle y trouvait un peu de paix. Moi, je me concentrais sur mon travail, sur mes amis, sur ma famille. Mais une partie de moi restait marquée par elle, par ce que nous avions vécu. J'ai commencé à écrire, à mettre nos souvenirs sur papier, non pas pour les revivre, mais pour les comprendre. Un jour, Sogine m'a invité à dîner chez elle. C'était la première fois depuis des mois qu'elle me recevait. L'atmosphère était étrange, mais pas hostile. Après le repas, elle m'a montré une lettre qu'elle avait écrite à Camille, sans jamais l'envoyer. Elle y parlait de sa douleur, mais aussi de son amour, de son souhait de la voir heureuse, même si ce n'était pas avec elle. « Je ne sais pas si je pourrai l'envoyer un jour », a-t-elle dit. Mais l'écrire m'a aidé. Ce soir-là, Sogine m'a pris la main. « Je ne veux pas te perdre, Élodie. Tu es ma sœur. » Ces mots étaient tout ce dont j'avais besoin. Nous n'étions pas guéris, pas complètement, mais nous étions sur le chemin. Je me suis mise à réfléchir à ma propre vie, à ce que je voulais vraiment. J'avais passé tant de temps à fuir mes sentiments, à me cacher derrière les attentes des autres. J'ai décidé de m'ouvrir, de m'accepter tel que j'étais. J'ai commencé à fréquenter des cercles LGBT à Paris, à rencontrer des femmes qui, comme moi, cherchaient leur place dans un monde qui ne les comprenait pas toujours. C'était terrifiant, mais libérateur. 1 an plus tard, ma vie avait changé. J'avais trouvé un nouvel équilibre, un travail plus stable, des amis qui me soutenaient. Sogine et moi avions retrouvé une relation, fragile mais sincère. Nous parlions de tout, même des choses douloureuses. Elle m'a confié qu'elle avait rencontré quelqu'un, une collègue de l'hôpital,
et qu'elle apprenait à aimer à nouveau. J'étais heureuse pour elle, vraiment. Un jour, en triant de vieux cartons, j'ai retrouvé la photo de Camille et moi. Je l'ai regardée longtemps, me souvenant de l'intensité de ce que nous avions vécu. Mais au lieu de la tristesse, j'ai ressenti de la gratitude. Camille m'avait appris à aimer, à me battre pour ce que je ressentais, même si cela avait un prix. J'ai décidé d'écrire une dernière lettre à Camille, non pas pour la faire revenir, mais pour clore ce chapitre. Je lui ai parlé de ma vie, de Sojin, de mon propre cheminement. Je lui ai souhaité d'être heureuse, où qu'elle soit. Je n'ai pas attendu de réponse, et je n'en ai pas eu. Mais envoyer cette lettre m'a libéré. Aujourd'hui, je marche dans les rues de Paris, le cœur plus léger. J'ai appris à vivre avec mes erreurs, à les accepter comme une partie de moi. Sojin et moi sommes plus proches que jamais, liés par une compréhension nouvelle, forgée dans la douleur et le pardon. Mes parents, bien qu'ils ne comprennent pas tout, m'aiment à leur manière, et je leur rends cet amour. Je ne sais pas où est Camille, mais je l'imagine dans son village, entourée de livres et de fleurs, peut-être en train d'écrire ce roman dont elle rêvait. Je lui souhaite du bonheur, du vrai, celui qu'on trouve quand on se réconcilie avec soi-même. Cette histoire, la nôtre, était faite de passion, de trahison, mais aussi de rédemption. Elle m'a appris que l'amour, même interdit, peut être une lumière dans l'obscurité, à condition d'avoir le courage de le regarder en face. Et c'est ce courage que je porte désormais, comme un flambeau, dans les rues de ma ville, dans ma vie, dans mon cœur.